Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est le 4e numéro de cette saison sur TV à 78. Au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un pistard. C'est notre consultant cyclisme. Il connaît tout, surtout sur ce sport. Il aime être au plus près de l'action. Il était notamment présent sur les championnats du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. C'était en 2015. On le surnomme le capitaine. Yann Dujarier est avec nous. Bonjour Mickaël. Comment allez-vous ? Super. 2015, super. Les championnats du monde. De souvenirs. Des très bons souvenirs et hâte d'être à l'année prochaine en 2022 avec les mêmes championnats du monde à Saint-Quentin et on espère vivre les mêmes émotions. On espère également beaucoup de médailles pour les Français. On continue notre tour de table musique. Il fait partie du top 3 des meilleurs journalistes sportifs de l'histoire de la télévision. Derrière Nelson Montfort et Grégoire Margoton. Il connaît tout sur tout, on le surnomme l'Italian Lover. Grégory Canale, journaliste chez TV78, est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors j'ai parlé de top 3, vous êtes à quelle place ? Oh non, je suis encore loin du top 3 de ce qui se fait de mieux, mais pourquoi pas un jour espérer être le plus grand journaliste sportif français, on espère. Devant Nelson Montfort. Ouais, c'est mon idole Nelson. On continue à ma droite, musique. Il adore les bonnes choses de la vie, mais surtout le rugby, c'est sa passion. Il adore également apporter sa science sur ce plateau lors de cette émission. On le surnomme le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Comment allez-vous, Pierre ? Forme et bonheur, salut à tous. Pleine forme, avec cet automne qui pointe le bout de son nez, mais encore beaucoup d'actualités sportives à commenter, donc tout va bien. Et le rugby, ça va bien aussi à Versailles ? Le rugby, ça va très bien. Le rugby, on a bien démarré, ouais. On termine à ma gauche, musique, c'est le Michael Jordan des chroniqueurs, le Sébastien Chabal de la répartie, le Tiger Woods des punchlines. Mesdames et messieurs, je demande le silence sur ce plateau. Jean Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous pendant une heure. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Toujours plein de forme, toujours, impeccable. Le Tiger Woods de la punchline, c'est un peu vous ? Le Tiger Woods, à une époque peut-être, oui, parce qu'à une époque j'étais un peu comme lui. J'étais un petit peu comme lui quand même, hein. J'étais capable de faire un 18 trous et puis après aller faire un golf. Hein. Oh, genre carton jaune dès le début de l'émission, ça commence très fort. Une image insolite pour commencer. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu jouer au football le 14 octobre dernier sur la pelouse de Poissy. Il a participé à un match avec le Variété Club de France face au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain. Il a réalisé quelques crochets. Il a même marqué un but sur pénalty devant les 1500 spectateurs présents au stade. Il a joué une grande partie du match. On écoute les réactions au micro de TV78. Je vous rappelle qu'en 2017, le président Macron est venu avec son équipe de sécurité faire un match contre mon équipe de l'OM et ça s'était bien passé. Le président est quelqu'un qui lâche pas l'affaire sur le terrain, comme on dit. Et donc ce soir, c'était plus simple pour moi de jouer avec lui. Il avait l'air très content de jouer avec nous. Donc quand tout le monde trouve son plaisir dans un match, ça fait une bonne équipe. Il est très très heureux d'être là. C'est une porte de sortie par rapport à son métier entre guillemets de président de la République. C'est la première fois bien sûr qu'un président de la République en activité fait un match de football. Le Variété s'est imposé 6-1 face aux Chips. L'ensemble des bénéfices seront reversés à la Fondation des hôpitaux, présidée depuis 2019 par Brigitte Macron. La question sur ce thème, votre avis tout simplement sur la venue du président de la République à Poissy de son match de football. Juste le Chips, on précise quand même que c'est le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Même s'ils avaient une couleur jaune, une couleur de Chips, et qu'ils sont, le Chips. ils sont inclinés largement, voilà, c'est le Chips. Alors Grégory, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien que le président vienne à Poissy faire du football ? Moi je trouve ça plutôt anecdotique. Après, c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire qu'un président en exercice vient faire un match de football. La chose un peu plus regrettable, c'est vous qui avez été présent sur place, vous n'avez pas pu trop accéder au stade, il y avait une zone de duplex. Je confirme, ça a été très compliqué. On ne l'a pas eu d'ailleurs en interview. Et après, sur le match, non, c'est une image sympa, plutôt anecdotique, mais une image sympathique qui, rapproche peut-être le président des Français, mais on n'est pas. Il faut rappeler aussi qu'on est à 1 an de cette élection présidentielle, donc déjà, ça se joue sur les terrains, c'est le cas de le dire, à Poissy. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, mais c'est bien, mais je crois que Grégory vient de le dire. On est proche des élections présidentielles de mai 2022, donc bon, un petit coup de pub, ça fait jamais de mal, hein.
Football, sport populaire en plus. Le sport populaire, ça passe bien. Mais quand on l'a vu là, sur les images, là, avec son petit short un peu trop grand, et le maillot un peu par-dessus, quoi, on aurait dit un petit pingouin. C'était, si on peut revoir l'image, mais c'était un petit peu... Mais bon, sinon, c'est sympa. Hein. On en fait toute une place, un peu comme les footballeurs de nos derniers numéros. Hein. C'est parce que c'est le président de la République, alors... Mais c'est normal, quand même. Yann, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que c'est de la communication un peu à la Obama, qui était quand même un président sportif qui avait des images de basketteurs, etc. Bon, c'était aux États-Unis. Il avait l'habitude de tirer des paniers à 3 points, par il avait exemple. l'habitude de faire ce genre de choses. Maintenant, moi, j'ai rien contre. Par contre, ce que j'ai apprécié, parce que j'ai regardé la veille, il y avait un autre match joué à Marseille qui était aussi télévisé. Match des héros à Marseille, Voilà. Stade de Vélodrome. D'ailleurs, avec quelques joueurs qui ont joué le lendemain à Poissy. Hein. Oui, mais du coup, on se rend bien compte de la différence de vitesse entre un match de Ligue 1 ou un match de Ligue des Champions et un match d'amateur. Et ça permet de comprendre pourquoi toute la difficulté du sport pro. Donc ça, je trouve ça assez sympa de voir que les mecs, une fois que... Parce que même à Marseille, il y avait encore des joueurs qui étaient en activité et on voit bien que les intensités ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, maintenant... Vous êtes en train de dire que le président était un amateur. Bah oui. Oui, bien sûr, c'est un amateur de foot, mais si je suis sur un terrain de foot, je suis aussi un amateur de foot, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et puis aujourd'hui, en France... Quel sens d'amateur. Et en France, on est de toute façon très nombreux à être amateurs de foot. Hein. On est des millions de sélectionneurs, mais des nombreux amateurs de foot. Moi, je suis partagé. Je suis partagé entre le gros coup de com' politique, comme l'évoquait Greg, et la mise en avant du sport, d'une manière générale. On a souvent eu des présidents sportifs, notamment parmi les derniers. Quand on remonte au début de la Ve République, c'était plutôt à la Churchill, no sports, donc avec un De Gaulle et un Pompidou qui fumaient comme des pompiers. Ils faisaient pas beaucoup de sport. À la fin, notamment quand on voit... Sarkozy qui faisait beaucoup de vélo et qui courait à pied, ça commençait à être un petit peu médiatisé. Je pense que à partir de ces années-là, on est arrivé dans la popularisation de la vie politique et donc justement de la pipolisation de la vie politique. Et donc soit un gros coup de com' à quelques mois de la présidentielle de 2022, auquel cas je pense que c'est assez efficace et c'est assez bien fait. La promotion de notre sport, dans tous les cas, je pense qu'il faut en tirer profit. C'est-à-dire un président qui met les crampons, qui habituellement est sapé comme un pingouin avec sa redingote et autres, et qui là maintenant est en maillot de foot, short un peu ample, effectivement. C'est toujours bon à prendre pour la promotion d'un sport populaire et pour la promotion du sport en général. Sur les retours qu'on voit là jusqu'à maintenant, ça a plutôt été bien perçu, même si évidemment c'est orienté, mais ça reste un président en exercice qui met les crampons et qui va sur un terrain de football. Il y avait un risque quand même à quelques mois de l'élection présidentielle. On imagine Macron qui se prend un tacle par les adversaires. Les adversaires en jaune. Il y aurait eu aussi une symbolique avec les gilets. On voit qu'en termes de penalty, c'est pas forcément sa spécialité. Je sais pas s'il en a une au football, mais c'est pas sa spécialité. On va voir le penalty peut-être. Justement, je vous propose de revenir. Par contre, le gardien, il est super bon. On va voir le penalty. Théâtre, on est un petit peu loin. Bon. C'est pas on voit très bien. Grégory, vous êtes gardien de but. Vous, est-ce que vous pensez qu'il a laissé passer ? On l'a vu en direct sur un meilleur angle parce qu'on n'avait pas les droits pour diffuser ce match. Vous avez pu faire quelques plans. On a l'impression que le gardien était bien parti et au dernier moment on se dit non, c'est le président, je vais la laisser passer quand même. Il est dessus. J'ai l'impression qu'il peut la sortir. Et vous, Grégory, vous êtes gardien de but à Jouan Josas. Est-ce que vous l'auriez laissé passer ? Je sais pas, ou non, je pense que je l'aurais arrêté. J'aime pas perdre. Équité sportive. Et voilà, c'est ça. Mais j'ajoute aussi. Apparemment, il y a eu quelques consignes autour de ce match. Il fallait pas notamment tacler le président et s'approcher trop près de lui. Apparemment. Mais je voulais juste ajouter sur le côté positif, parce qu'on retient cet axe de communication. J'ai dit il y a un an, effectivement, c'est à quelques mois, on est déjà en octobre, bientôt même en novembre, et cette présidentielle qui va arriver, mais il y avait aussi un angle caritatif, c'était pour la Fondation des hôpitaux, qui est présidée par l'épouse, la première dame de France, Brigitte Macron. Donc il y a aussi ce côté positif, c'est effectivement un coup de com', ça met en avant le football, mais ça met en avant aussi cette action caritative. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler football, évidemment. L'Yvelinois Habib Beye vient d'être nommé entraîneur du Red Star. Coup de projecteur sur Arthur Hinoknecht. Le tennisman yvelinois vient d'être appelé pour participer à la Coupe Davis. Mais avant de développer, on va parler cyclisme.
On va donc parler cyclisme dans ce Si on parlait sport. Le parcours du Tour de France 2022 vient d'être dévoilé et très grosse surprise, la dernière étape du Tour de France ne partira pas des Yvelines alors qu'une convention a été signée entre les organisateurs ASO et le département jusqu'en 2023. Les rumeurs évoquaient le Zoo de Thoiry, c'était quasiment certain selon certains médias, mais finalement le peloton partira de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Joint par téléphone, le département des Yvelines aurait validé ce choix. Le Zoo de Thoiry a annoncé de son côté une fake news. Le peloton devrait quand même passer par les Yvelines en 2022 et le départ en 2023 devrait se faire au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La question sur ce thème, est-ce que c'est un véritable coup de théâtre? Oui ou non? Vous votez. Oui. Ah, vous êtes tous unanimes. Grégory? Moi, j'amènerais juste d'ores et déjà peut-être un élément de réflexion. Effectivement, il y a une convention, ça vous l'avez rappelé, qui a été signée avec le département pour que le Tour passe par les Yvelines jusqu'en 2023. On évoquait effectivement ce départ du Vélodrome de Saint-Quentin à un an des JO qui se dérouleront en France, donc la symbolique était toute trouvée. Maintenant, je me suis replongé dans nos archives et effectivement, le reportage dont on avait consacré à l'époque parlait bien de passera par le département des Yvelines jusqu'en 2023. Est-ce que cette petite différence de passera ou partira a joué peut-être dans la convention? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on se replonge dans la convention. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement étonnant. Même le département à l'époque, était très fier d'accueillir ce départ du Tour de France. Il y a les villes comme la Jolie ou Chatou dans ces dernières années. Chatou, c'était cette année, Rambouillet également, qui l'ont accueilli. Donc c'est vrai qu'on peut s'en étonner. Maintenant, est-ce que effectivement le département des Yvelines n'a pas voulu mettre en avant son rapprochement avec les Hauts-de-Seine qui intervient depuis 2016? C'est aussi une question. Maintenant, c'est sûr que c'est un coup de théâtre puisque tout le monde annonçait Thoiry. Et en général, les médias, quand ils annoncent le départ d'une ville, ils se trompent rarement. C'est pour ça que c'est étonnant. Là, par exemple, les journalistes avaient dit Thoiry, c'est sûr à 99%. On n'a pas encore l'officialisation, mais c'est sûr à 99%. Et finalement, le seul endroit où ils se sont trompés, c'est le Zoo de Thoiry. Moi, vous y étiez? J'étais à la présentation et donc je discutais avec avant le début de la présentation, je disais tiens, le Tour part de Thoiry. En plus, je l'avais entendu le matin en allant à la présentation et grande surprise, départ de la Défense U-Arena. Alors oui, le parcours passe bien par les Yvelines. En effet, il y aura une grosse partie d'étape qui sera dans les Yvelines. Mais on n'a pas de détails, mais sûrement le nord des Yvelines. Oui, de toute façon, en passant de la Défense, on peut difficilement aller faire un tour. Difficilement aller faire un tour à Rambouillet. Hein, ça va être. Surtout que c'est quand même pareil. La dernière étape, c'est de la parade. Faut pas le négliger, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'on aimait bien voir certaines fois des images de nos coureurs dans la vallée de Chevreuse passer les mêmes difficultés que celles que l'on peut rencontrer le dimanche matin. Donc là, ce sera pas le cas. J'espère que c'est pas une rupture parce que faut pas oublier qu'il y a aussi une autre convention avec ASO, c'est le départ le départ de Paris-Nice qui depuis maintenant près de 10 ans part des Yvelines et ce serait bien que cela perdure. ASO gère le Paris-Nice et le Tour de France. Voilà, donc il faudrait pas que ce soit une rupture avec le département. Je pense que après c'est pareil, ça fait quand même pas mal d'années et donc mine de rien, des villes qui peuvent accueillir un départ d'une épreuve comme le Tour de France, peut-être qu'ils commencent un peu à tourner en rond et on va essayer de trouver une porte de sortie ou une petite idée, un truc un petit peu différent. Justement, on connaît la différence qu'il y a entre être ville-étape et être passage-étape dans les Yvelines. On en parle suffisamment souvent sur ce plateau que les Yvelines étaient terre de cyclisme. Donc là, je pense que au bilan, j'allais dire comptable et financier, il y a une belle différence sur l'édition 2022 au bout du compte pour les Yvelines. Ce qui est étonnant, c'est le côté totalement secret jusqu'à l'annonce par rapport à ce qui était de l'ordre de la rumeur peut-être, mais en fait de l'ordre aussi de l'habitude et surtout aussi de la compétence du département des Yvelines, quel que soit le village choisi, la ville ou le village choisi pour être ville de départ. Ça a toujours très bien fonctionné, ça a toujours donné de superbes images avec un public qui est conquis sur les bords des routes des Yvelines. Donc c'est ce côté coup de théâtre effectivement qui est
est étonnant. Après, oui, désormais, il y a aussi cette fusion des départements et que la Paris Défense Arena est dans le 92, donc maintenant 92-78. On a du mal quand même à s'imaginer que ça sera une seule et même entité départementale, malgré tout. Donc il y a un certain nombre peut-être d'éléments qu'on ne maîtrise pas. La preuve, puisqu'on ne l'a pas vu venir, et qu'au final, peut-être que les Yvelines seront lésés en 2022. On n'a toujours pas de réponse définitive aujourd'hui. On ne sait pas. Toujours pas, c'est que ça fait quand même maintenant près d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours, pardon, c'est que la présentation a été faite. Et en effet, il n'y a pas d'explication. C'est ça qui est plus... pas dire pas inquiétant, mais qui est bizarre. Selon ce qu'on a appris, voilà, c'est tout simplement que c'était prévu comme ça, c'est la réponse officielle. Non, puisque le matin même, dans les médias, on entendait, Enfin, moi, j'écoute la radio le matin et en y allant, j'entendais départ de Thoiry, quoi. Aujourd'hui, c'est la diffusion. Enfin, on va découvrir le parcours du Tour de France et la dernière étape. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas et surtout voilà que derrière il n'y ait pas de vraies raisons expliquées. Oui, juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, en fait, depuis 2016, le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont entamé une stratégie de rapprochement. L'idée, effectivement, c'est d'aller vers une fusion qui, finalement, s'avère beaucoup plus difficile, puisque c'est freiné par l'État. L'État ne voit pas cette fusion d'un bon oeil. Et donc, pour le moment, on a créé un établissement public qu'on dit interdépartemental, où les deux départements ont mis en commun des compétences. Et c'est vrai que, du côté du département des Yvelines, on met en avant ce rapprochement pour dire, écoutez, finalement, on est une seule et même entité, c'est EPI. Peut-être que les Yvelines... on appuyé ce choix, peut-être. Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean? Il y a pas mal de choses dites autour de la table, là. Est-ce que on n'a pas soulevé le problème aussi, peut-être un petit peu le problème financier? Parce qu'on sait pertinemment, Pierre l'a dit tout à l'heure, que prendre un départ du Tour de France, ça coûte un petit peu d'argent. Donc, on sait que ça va partir à la Défense, on sait qu'il y a des intérêts financiers aussi derrière. Donc, est-ce que c'est pas une question de choix dans la date, puisqu'elle est fixe, oui. Elle est fixe la date, on le sait. Donc, c'est bien ou un problème financier. Et pour moi, je pense que je pencherai plus là-dessus. Et certes, c'est difficile de prendre un départ comme cette étape-là, qui est la dernière. C'est difficile, mais je pense qu'il y a ce problème financier, parce que Thoiry, c'était sympa, je trouvais. Thoiry, ils avaient peur de quoi, Thoiry? Il n'allait pas se passer quelque chose. Il n'allait pas avoir des manifestations d'éléphants ou de pingouins. Donc il n'y avait rien à craindre à Thoiry. Tout était bien fait, bien ficelé. Je pense que c'est un problème financier pour moi. Mais pourquoi Thoiry a parlé de fake news, à votre avis? Ah, mais là, c'est parce que, fake news, parce que peut-être que eux, le problème, peut-être qu'eux, ils croyaient fermement jusqu'à la fin. Et peut-être que ce qui a été mis sur la table. Mais fake news au début, au moment de l'annonce. Au moment de l'annonce. Ouais. Oui, parce qu'encore, c'est même pas encore officiel. Ça y est, le parcours est officiel, bien sûr. Non, mais si effectivement il y a eu un rétro-pédalage quelque part, que l'étape était prévue effectivement à Thoiry, peut-être que le maire n'aurait pas tout intérêt à dévoiler qu'il y a eu un rétro-pédalage et que finalement, dès le début, c'était une fake news. Je pense que c'est plus... Là, on parlait de communication tout à l'heure, là, on est dans cette stratégie-là. Dans la communication, de ne dévoiler aucune information. Et donc voilà, on laisse Thoiry communiquer là-dessus, ou les médias communiquer sur Thoiry, et puis quand tout le monde aura la surprise, mais en effet tout le monde est d'accord derrière, c'est une possibilité, mais ce serait bien juste que quelqu'un le dise, tout simplement, dans les sphères, voilà, bien sûr, peut-être que ça se saura un jour. Tout se sait. Sur la nuance, du coup, sur le reportage qu'on avait fait il y a maintenant, c'était en 2017 ou 2018, où on disait passera et non pas partira. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était vous qui aviez fait oui, effectivement, je pense, oui. Vous me rappelez des souvenirs. La petite donc petite indiscrétion. En soi, ils ne se sont... Si, en tout cas, c'est passera. Il n'y a pas de problème. A priori non, mais après on parlerait dans tous les médias, on parle de cette convention qui disait que c'était la ville départ. On parle bien de ville départ, et là en l'occurrence, c'est une ville alto-séquanaise qui sera une ville départ. C'est pas une ville yvelinoise. Dernière question, tout simplement, les fans de cyclisme dans les Yvelines, vous pensez qu'ils sont dans quel état de ne pas avoir justement cette étape, ce départ d'étape des Yvelines? Est-ce que vous pensez que ça va les énerver? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas encore réagi. Ça sera le jour J ou autour du tour, quand ils verront que finalement la caravane ne passe pas comme d'habitude aussi près. Les fans de cyclisme ont tous,
ont tous vu la présentation du tour. Hein. Parce que si on y va. Avoir une réaction épidermique. Non, c'est pas grave. Parce que franchement, tout à l'heure, tu disais que en effet, les spectateurs étaient toujours au rendez-vous, etc. Partout où passe le Tour, de toute façon, c'est quand même... moi, je regarde toute l'année des épreuves de cyclisme, et en dehors des grands monuments, mais le Tour de France, c'est la seule étape, ça c'est la seule compétition où, du départ fictif jusqu'à l'arrivée, vous avez tout le temps des gens au bord de la route à applaudir et à encourager les coureurs. Il y a qui sont la veille au soir, déjà. Et qui peuvent être, bien sûr. Donc ça c'est, il y a que sur le Tour de France, sur le Giro, ça n'existe pas. Sur la Vuelta, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas cette même ferveur. Et en effet, le Tour de France, il déplace les foules au même titre que le football. Donc peu importe que ce soit un départ depuis les Yvelines. Non, parce que les Yvelinois passionnés de Tour de France, s'ils veulent voir le départ, ils iront à la U Arena pour voir les coureurs, parce que c'est assez proche, qui n'est pas très loin. Qui est pas très loin. Donc il y a quand même parce que l'avantage du départ, c'est qu'il y a une vraie proximité avec les coureurs. On peut les approcher vraiment. Moi, je me suis retrouvé au milieu du peloton à discuter avec un coureur au départ de Corbeil il y a 20 ans. Et donc c'est vraiment hyper accessible. Et puis ensuite, sinon, s'ils veulent les voir, ils iront dans le département, parce que de toute façon, ils passeront sur le département. On va passer à la prochaine thématique. On va reparler football. L'ancien footballeur Habib Beye était de retour dans les Yvelines le dimanche 17 octobre. Désormais coach officiel du Red Star, il est venu affronter le club de Chambourcy au 5e tour de la Coupe de France. Et il est reparti avec une belle victoire 6-0 dans ses valises face au club de 3e division de district. On écoute Habib Beye, il nous parle de son rôle d'entraîneur. Je prends beaucoup de plaisir, en même temps je me forme pour ça et je vis des aventures avec le groupe, et le plus important c'est qu'on avance et qu'on continue à progresser. Depuis sa prise de fonction, Habib Beye, originaire de Port-Marly, a un bilan plutôt correct avec le Red Star, qui n'était pas dans une bonne situation. En 5 matchs, son bilan est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Cela ne surprend pas l'ancien footballeur du PSG, Bernard Mendy, qui était venu assister au match Chambourcy-Red Star. Pour l'instant, ce qu'il démontre, c'est pas mal. Maintenant, il faut lui laisser le temps de pouvoir s'aguerrir, et en tout cas, je suis de tout cœur avec lui. Habib Beye, qui n'a pas encore son diplôme d'entraîneur, il est en train de le passer. Sa nomination va obliger le Red Star à payer une amende de 3 000 € par match, plus de 72 000 € pour la saison tout de même. Alors la question, un bon joueur peut-il devenir un grand entraîneur ? Je vous rappelle qu'il est passé par Strasbourg, l'OM, Newcastle, il a été international sénégalais. Vous hésitez, Pierre Chevalier. Non pour vous. Vous êtes partagé. On fait un petit duel entre vous. Non pour vous aussi, Grégory. Non, c'est pas forcément évident qu'un bon joueur devienne un. D'accord. Alors on fait un petit duel. La question c'est, est-ce qu'un bon joueur peut devenir un bon entraîneur ? Exactement. Merci. Donc je vais jouer. Est-ce qu'il peut ? Voilà. Donc est-ce qu'il peut ? La réponse est oui. On fait un petit duel entre vous, Grégory et Yann Jarrier. Grégory. Je vais me tirer une balle dans le pied dès le début. Est-ce qu'il peut, effectivement ? Est-ce que c'est forcément une condition ? Est-ce que c'est une conséquence directe ? Non, ça je pense pas. On a plein d'exemples dans le monde du football récent d'entraîneurs qui ont été anciens très bons joueurs et qui n'ont pas réussi leur carrière d'entraîneur. Maintenant, moi ce que je voudrais ajouter sur Habib Beye, c'est que le parcours lui qui est intéressant pour lui, c'est qu'avant de devenir entraîneur, il a été joueur, il a une carrière assez riche, passé notamment par un club qui vous tient à cœur, Mickaël. C'est que il a aussi ce rôle de consultant, donc il étudie le football en quelque sorte, même s'il n'a pas été entraîneur depuis de nombreuses années. Sur les ondes de Canal, moi je le trouve très intéressant à chaque fois dans ses analyses. Ça prouve qu'il a quand même une réflexion, on va dire, intelligente sur le football, qu'il arrive à prendre ce recul, et peut-être que ce recul qu'il a eu en tant que consultant va l'aider dans sa future carrière d'entraîneur. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé au Red Star, ce qui se dit, ce qui filtre du vestiaire, c'est qu'il il fait l'unanimité au sein de son vestiaire. Il a pris le Red Star, vous l'avez rappelé, juste après le licenciement de Vincent Bordeaux, à un moment où le Red Star était relégable. Aujourd'hui, le Red Star est 12e de national, donc c'est une bonne performance pour lui. Il y a du mieux en tout cas pour le Red Star. Il y a du mieux. Donc moi, en tout cas, par rapport au cas Habib Beye, je me fais pas de soucis. Maintenant, c'est vrai que je me suis tiré une balle dans le pied. Oui, bien évidemment qu'un bon joueur peut devenir un bon entraîneur. Est-ce que c'est une conséquence ? Non, pas du tout. Ouais. Il fallait écouter la question. Oui. Donc la réponse c'est oui, tout simplement. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. C'est vrai que
un joueur peut devenir un bon entraîneur. Maintenant, c'est vrai que nous, Habib Beye, on le connaît quand même assez peu. En effet, avec ses analyses aujourd'hui au CFC, mais à part ça, pour nous, c'était un joueur un peu, pas dire anecdotique, mais parce que oui, il a joué à Marseille, il était capitaine de l'OM, quand même. Oui, il faut signaler. 44 sélections avec le Sénégal, mais effectivement, c'est pas le joueur le plus connu. C'est pas le joueur le plus connu en France. Voilà. Il est presque plus connu en tant que consultant maintenant. Bien sûr. C'est vrai. Et donc, maintenant, à lui de faire ses preuves, à lui de prendre son temps. Je pense qu'il le fait de manière assez intelligente, justement, d'arriver par la nationale et certainement qu'il a l'envie de grimper les échelons. Je pense que ce sera peut-être entre guillemets plus facile pour lui dans ce sens-là que pour Zinedine Zidane par exemple, qui est arrivé directement au Real Madrid et avec des difficultés et des très belles réussites. 3 Ligues des Champions, je crois, pour Zidane au Real Madrid. D'affilée, voilà. C'est un léger détail et je pense qu'aujourd'hui, il n'attend plus qu'une chose, c'est de voir Didier Deschamps dire bon, j'en ai marre de l'équipe de France et donc ce sera peut-être le suivant. Faut pas oublier, il est justement aussi dans cette génération de joueurs qui ont pour certains des réussites en tant qu'entraîneur. C'est un peu le même noyau. Donc voilà, laissons le temps. Par contre, nous, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir surveiller et se mettre en veille dessus pour voir les résultats continuer de s'améliorer pour le Red Star. Et puis, mais je pense que ce n'est qu'une étape pour lui. Jean, qui vous a convaincu ? Grégory, Yann, vous étiez partagés. Grégory, voilà, le bon, il a mal compris. Mais non, tout a été dit. Bien sûr qu'un beau joueur peut devenir un bon entraîneur, mais c'est pas systématique, ça c'est sûr. Dans le rugby, c'est le cas dans le rugby. Dans toutes les disciplines, c'est valable pour toutes les disciplines. La seule chose, c'est que lorsqu'on a été un bon joueur, on a quand même l'expérience du terrain. Et on sait, quand on passe entraîneur, on sait de quoi on parle. Quand on a été sportif, quand on a pratiqué la discipline, c'est une des cordes à l'arc qu'on peut avoir supplémentaire à quelqu'un qui a appris le sport, sur des bouquins. Ouais. Parce que c'est la seule et qui est immense pour moi. Parce que lorsqu'on sait de quoi on parle, on le fait plus avec les tripes et avec le cœur que lorsqu'on a appris sur des bouquins. Donc c'est quand même pour moi une grande différence et une grande qualité d'un entraîneur. Donc pour ça, effectivement, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et le fait, contrairement, Yann le disait, à des entraîneurs comme Zidane, où il arrive directement dans un grand club européen avec 3 Coupes d'Europe d'affilée. Après, il ne faut pas oublier qu'il est passé par les équipes B aussi du Real Madrid. Oui, tout à fait. Non, mais il était déjà dans un grand club. Oui, bien sûr. Il a fait des classes haut de gamme quand même. Voilà. Il était déjà dans un grand club. Alors que Beye, on démarre au Red Star, qui n'est pas un grand club, et il fait ses armes. Mais un club assez suivi quand même dans la région parisienne. C'est suivi parce que c'est connu. Le Red Star, c'est... À Champorcy, par exemple, il y avait environ 60-70 supporters du Red Star, par exemple, qui se sont déplacés pour voir Habib Beye son équipe. Parce que c'est un club en région parisienne qui a une histoire et qui est en haut de l'affiche, pas au niveau sportif, mais au niveau... qui est regardé en tout cas. Oui, tout à fait. Donc c'est bien, il commence par là, et on peut lui souhaiter qu'ensuite ce soit un tremplin pour lui, et qu'il prenne une équipe professionnelle. Il a surtout toute la légitimité pour pouvoir s'adresser à des joueurs de niveau national. C'est aussi important. C'est ça, plutôt convaincu par Yann sur la formulation de la question. C'est sûr. Peut devenir, oui. Mais je viendrai quand même au secours de Greg en disant que, et de ce qu'a complété Jeannot, sur la connaissance et la compétence. Ça fait peut-être 20 ans, 25 ans qu'il est dans le football. La mise en lumière qu'il a en ce moment comme consultant chez nos éminents confrères est essentielle aussi sur le langage et sur la transmission de l'expérience. Parce que je le trouve bon. Moi, je le trouve bon sur ses commentaires, je le trouve bon sur ses interventions au CFC. Ce qui est pas le cas de tous et des anciens sportifs de haut niveau dans leurs disciplines respectives. Et vous preniez l'exemple du rugby, par exemple. Là, je pense que c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas joué au rugby, à mon avis, aura du mal à devenir un bon entraîneur de rugby.
que je connais mieux que le football. Je ne sais pas si c'est vrai aussi et transposable au football, mais en tout cas, il a cette légitimité des grands clubs, des grandes compétitions, parce qu'il a aussi quelques sélections internationales avec le Sénégal, et donc cette légitimité et cette crédibilité qui devrait lui faire passer quelques caps, qu'il commence en bas de l'échelle en national, enfin quand je dis en bas de l'échelle, c'est pas péjoratif, national, et puis qu'il puisse viser plus grand dans certains grands clubs. Oui, effectivement, en bas de l'échelle, mais avec, on le disait, quand même une médiatisation. Le Red Star, ça reste un club parisien dont on espère peut-être un jour les voir en Ligue 1. Alors ça reste difficile, mais il y a toujours ce rêve de voir un deuxième club parisien en Ligue 1. Et le Red Star, à un moment donné, c'était peut-être le principal candidat pour aller en Ligue 1. Donc il y aura quand même une médiatisation autour de lui. Donc à lui aussi de gérer la pression, parce qu'il sera au niveau national, mais il sera scruté. Bah, regarde, Clermont et Paris FC aussi. Après, Clermont, pas en région parisienne, mais et Paris FC, qui sont des tout petits clubs, des tout petits poussés, qui ont eu des histoires, par exemple en Coupe de France, et qui se sont pointés jusqu'à Ligue 2 et Ligue 1, Ligue 1 pour Clermont. On le disait, est-ce que c'est bien également qu'il soit sur un petit club? Parce qu'on pense par exemple à Thierry Henry, il s'est, comment on peut dire, cramé quand même assez rapidement en étant à Monaco. En 2018, il a eu un bilan de 4 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Il est ensuite parti à l'Impact de Montréal. Il a eu un bilan de 9 victoires, 4 nuls, 16 défaites. Aujourd'hui, plus grand monde n'en veut. Il est adjoint finalement avec l'équipe de Belgique. C'est un exemple par exemple qu'il ne faut pas suivre. Voilà, peut-être. Les exemples, je ne voulais pas forcément en donner tout à l'heure, mais effectivement Thierry Henry, du grand joueur qu'il a été, on voit toute la difficulté qu'il a eue. Il y a certains grands joueurs qui, en devenant entraîneur, sont passés aussi par des petites divisions. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on citait l'exemple de Zidane. Zidane, il a eu la chance aussi, je pense, parce que faut pas oublier qu'avec la Castilla, donc c'est l'équipe B du Real Madrid, il n'a pas forcément eu de très bons résultats aussi. Lui a profité aussi de son aura. Il avait une aura. Alors c'est pas le joueur le plus expansif, le plus communicatif, Zidane, mais forcément le joueur qui a gagné une Coupe du Monde, qui a fait une finale aussi, qui a une légitimité qui est deux buts en finale de Coupe du Monde. Deux buts en finale de Coupe du Monde. Dans un vestiaire où il y avait Cristiano Ronaldo, il est arrivé avec sa légitimité et je pense que les joueurs du Real, il avait quand même une capacité à entraîner et les joueurs du Real l'ont suivi dans cet exemple. Là, Thierry Henry, c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans des projets aussi qui était un peu compliqué. Monaco, au moment où il arrive. Ouais, mais Monaco, oui, mais c'était compliqué. Non, mais c'était peut-être compliqué, mais Didier Deschamps, c'est pas beaucoup plus facile et il a fait une finale Ligue des Champions. Je crois qu'on prend les exemples les plus probants, peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais pas si loin de chez nous. Ça dépend de la personnalité de l'ancien joueur, grand ou moins grand. Oui. Laurent Fournier à Poissy, c'est aussi une expérience qui est mitigée. Peut-être que lui a plus l'habitude d'entraîner des gros clubs plutôt que des petits. Et donc ça dépend du contexte et ça dépend de la personnalité du joueur et de son expérience globale. Et puis savoir aussi s'il a la grinta et le charisme pour entraîner des groupes, que ce soit un groupe d'amateurs ou un groupe de professionnels. Et à contrario, on voit qu'il y a des entraîneurs aussi qui réussissent sans avoir eu une énorme expérience de joueur professionnel. Je pense à Rudy Garcia qui a quand même une carrière d'entraîneur. Et encore plus, José Mourinho, si on prend un exemple très connu, lui n'a même pas été footballeur professionnel. Il a été même traducteur au FC Barcelone et ça ne l'a pas empêché de devenir l'entraîneur qu'on connaît aujourd'hui, même si maintenant il est plus sur une pente descendante, mais il a quand même gagné une Ligue des Champions. José Mourinho, et ce n'est pas rien. Il était sur des pochettes de jeux vidéo aussi à une époque. C'est vrai. Dernière question, vous le voyez aller où? Habib Beye peut-être, après le Red Star? Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous le voyez entraîner en France, à l'étranger peut-être? Pas encore. C'est trop tôt. Pourquoi pas? Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce que à son poste ça va être un pingouin ou pas? On n'en sait rien. Donc s'il y arrive, et pour moi ce sera peut-être un tremplin, et peut-être qu'il va se planter, quoi. Mais s'il y arrive, moi je le vois bien, pourquoi pas en France, mais en Angleterre, parce qu'il est aussi passé par Newcastle, Aston Villa, donc c'est aussi un milieu, c'est de première ligue qu'il connaît bien, donc pourquoi pas l'avenir. Mais d'abord qu'il réussisse à s'imposer au niveau national, qu'il se fasse voir. On va l'encourager à passer des tours en Coupe de France pour qu'on ait des clubs illinois qui aillent loin en Coupe de France. Voilà. En tout cas, on souhaite bon courage à Habib Beye pour la suite de sa carrière d'entraîneur. On va maintenant parler tennis et une très bonne nouvelle pour le tennis yvelinois. Arthur Rinderknecht, le Saint-Germanois, vient d'être sélectionné pour participer à la Coupe Davis qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre en Autriche puis en Espagne. Sébastien Grosjean, le capitaine, a décidé de lui faire confiance. Arthur Rinderknecht est l'une des plus belles progressions du tennis français ces derniers mois. Il pointe actuellement à la 65e place mondiale. La question sur ce thème, est-ce que c'est une surprise? Oui ou non? Oui pour vous, Yann. Vous êtes partagé. Pierre, mais non. Non pour vous. 3 non et un oui.
Jean, pourquoi non? Même pas. C'est pas une surprise. Ben, c'est pas une surprise. Dans la mesure où il passe de la 60e à la 63e, c'est ça? 65e. 65e. Peut-être 63e dans les prochaines semaines. Mais je peux vous dire qu'il est 63e là, aujourd'hui. Alors, sur le site de ATP, j'ai regardé aujourd'hui 65e. C'est vrai, ils l'ont pas mis à jour non plus. Donc, pour moi, passer de la 60e à la 65e, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et en plus, d'autant plus qu'il prend la place de Gaël Monfils, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de place réservée. Simplement. Gaël Monfils sort de l'équipe. Voilà, sort de l'équipe et lui il rentre. Bon, après, on peut parler aussi de passation un petit peu de pouvoir de génération qui fait que l'un est peut-être un petit peu sur le déclin et lui il est en pleine ascendance. Mais pour moi, non, c'est pas une surprise. C'est par rapport à ses performances actuelles et sa fulgurante progression dans le classement ATP. Yann Dujarier, vous êtes contre tout le monde aujourd'hui? Seul contre tous. Oui, surprise parce que, en effet, on a quand même l'habitude d'avoir les sélections et sortir Gaël Monfils, qui est aujourd'hui 25e au classement ATP, par le 65e. Il y a quand même un gros décalage. Après, bien sûr qu'il y en a une, comme tu le disais, un qui est plutôt en phase descendante et l'autre en phase d'ascension. Mais on s'y attendait pas. Attention, il est sélectionné. Il a dit qu'il était vraiment pas sûr de jouer. Il est là pour. Il est dans l'équipe. Voilà. Il est pas sûr de jouer. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour lui donner de l'expérience, parce que s'il continue de progresser encore sur les prochaines années, il deviendra certainement titulaire indiscutable. Voilà, je pense qu'il y a aussi une stratégie plus long terme, et aussi que Sébastien Grosjean a dit, il voulait faire un mélange entre jeunes joueurs et des joueurs expérimentés, avec Richard Gasquet notamment qui a remporté cette Coupe Davis. Et Gaël Monfils n'était pas chaud pour jouer la Coupe Davis au mois de décembre, parce qu'il va avoir un gros mois de janvier très important où il doit aller chercher des points pour garder son classement ATP. Donc voilà, les raisons sont entre guillemets politiques et statistiques derrière. Voilà, il y a plusieurs éléments qui mis ensemble ont fait cette sélection pour notre Yvelinois, parce que son nom... Arthur Rinderknecht. Non mais l'aspect, il ne jouera pas, peut-être pas, c'est intéressant. Je pense qu'un joueur comme Arthur Rinderknecht qui fait son entrée en équipe de France de Coupe Davis, qui ne joue pas, ne va pas faire de vagues. Et imaginons qu'un Gaël Monfils vienne et ne joue pas, je pense qu'il y aurait un peu plus de vagues. Maintenant, moi je pense que c'est pas une surprise. La surprise, c'est plutôt son ascension fulgurante dont on a débattu ici en plateau. Maintenant, de le voir à cette 65e place mondiale, il fait de super résultats. Deuxième tour à l'US Open, premier tour à Wimbledon. Voilà, je veux dire, pour le joueur, au parcours qu'il a eu, je parle de super résultats, c'est pas des énormes résultats, mais au vu du parcours qu'il a eu, voilà, je trouve c'est mérité. C'est une sorte de récompense. Il est pro que depuis 2018. Et ensuite, ce que vous disiez sur tout à l'heure, ce que vous avez dit sur le fait de mélanger des jeunes joueurs, des joueurs un peu plus expérimentés, ce qu'apporte aussi d'intéressant Arthur Rinderknecht dans cette équipe de France, c'est qu'il a un parcours très atypique. Il a été sur le circuit à partir de 25 ans, il a fait ses études aux États-Unis, il est venu finalement assez tard par rapport à, voilà, si on prend la sélection Herbert, Gasquet, Mahut, voilà, il y a du jeune, mais il y a aussi du joueur qui est là depuis, voilà, qui fait la une des médias depuis de nombreuses années, et je trouve qu'il apporte aussi ce côté intéressant d'avoir un profil différent au sein de cette équipe de France. Un petit peu avant de fraîcheur peut-être aussi, Pierre Chevalier. C'est ça, c'est les deux raisons pour lesquelles il n'y a pas de surprise. La première, c'est qu'on en parle suffisamment ici depuis longtemps, depuis ses premiers tournois, ses tout premiers tournois. Après, le grand public ne le connaît pas, voilà, il faut l'avouer. C'est un parcours atypique, mais comme ses mensurations et son gabarit. 1m96. Voilà, donc il fait partie justement de ces standards un peu physiques qui sont assez nouveaux, parce que si on compare par exemple à Chang dans les années 80-90, on est aux antipodes de ça, mais les générations qui arrivent sont grandes et costauds et bien bâties, tels des pingouins de pierre comme ça, et la deuxième raison, c'est ça, c'est justement cette alchimie, place aux jeunes,
On garde quand même de l'expérience et on garde quand même des vieux briscards parce qu'on peut pas tout refaire d'un seul coup de dé, mais en tout cas c'est une vraie chance qui lui est donnée, qu'il joue pas, ça reste une sélection. Il arrive en Coupe Davis et ça c'est effectivement un vent de fraîcheur qui fait du bien en France et dans les Yvelines. Un quart de finale en plus à l'ATP d'Anvers, éliminé par un Italien, Yannick Sinner peut-être, mais en tout cas il en a pas souffert, mais voilà, il fait des bons résultats. Il est dit aussi parce qu'avec son parcours universitaire aux États-Unis, il a fait beaucoup de compétitions par équipe et c'est vraiment un format qu'il affectionne. À la base, c'est plus un joueur de double. En fait, Arthur Hinderknecht, plutôt qu'un joueur de simple. Finalement, il s'en sort mieux en simple qu'en double. Il est aux alentours de la 150e place à peu près en double. Mais pourquoi pas le voir sur du double aussi dans les prochaines années. Son premier Roland Garros, c'était en double. On l'avait suivi avec Florian Lacatte. Florian Lacatte, qui est également qui sort de plaisir. Vous le voyez aller jusqu'où, Arthur Hinderknecht? Ça sera ma dernière question sur cette thématique. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'installer durablement dans cette équipe de France, Pierre Chevalier? Oui. C'est évidemment ce qu'on lui souhaite, mais vu le... Là, il va être scruté, il va avoir la pression. Bien sûr. Et justement, lui, il faut qu'il apprenne, même s'il est arrivé tard sur le circuit professionnel, c'est le moment de lui donner ces chances-là et ce coup de projecteur monumental que représente la Coupe Davis, surtout s'il la joue, s'il est vraiment sur le terrain. Mais en tout cas, c'est un tout bon qui a prouvé que même en arrivant en dehors des sentiers battus, il était capable de performer et là de gagner 440 places et ce qu'on peut lui souhaiter, c'est un top 50, c'est-à-dire de continuer aussi après la progression. Plus, pour l'instant, il est sûrement trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est une belle pépite et une belle promesse. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le tennis français est quand même dans une période très compliquée et d'avoir un Arthur comme ça qui brille, ça fait du bien, voilà, parce que un joueur qui fait également beaucoup de tournois, chaque semaine quasiment ou toutes les 2 semaines il fait un tournoi, il se déplace partout, c'est pas le cas de forcément tous les joueurs. Il faut faire rentrer les sous, il veut progresser au classement. Oui, en effet, ça gagner des points en jouant partout, mais c'est aussi une manière de, quand on est pro, c'est faut en vivre, quoi. Donc, et leur structure, c'est eux qui payent tout. Les entraîneurs, les préparateurs, tout ce qui est massage, tout l'accompagnement. Donc, il fait lui-même son programme et il négocie avec ses sponsors pour l'instant. C'est aussi une petite parenthèse. Oui, mais il est encore pas amateur, mais pas loin du statut amateur. Aussi, je pense, après je suis pas dans la tête d'Arthur Hinderknecht, c'est que il aura aucune pression. Je pense pas qu'il s'imaginait, alors c'était son objectif quand on avait discuté avec lui, vous l'aviez interviewé, d'aller dans ce top 100. Son objectif a été rempli. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est que du bonus et je pense pas, alors je suis pas dans sa tête, mais finalement peut-être qu'il pourra jouer aussi sans pression et ça c'est aussi un plus pour lui. Bon, on espère le voir en tout cas sur les cours de tennis. Les matchs de poule de la France se joueront dès le 25 novembre à Innsbruck en Autriche. Les Bleus rencontreront la Grande-Bretagne et la République tchèque. On passe maintenant à notre page débat. On va maintenant passer à votre envolée, à Grégory, le moment le plus incroyable de ce Si on parlait sport. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? Et je vous propose déjà de prendre des nouvelles de Victor Wembanyama. Voilà, j'étais tellement concentré sur son nom que Hinderknecht, Wembanyama, voilà, c'est pas forcément les noms les plus simples. Victor Wembanyama, notre pépite du basket qui a été formé à l'Entente Le Chesnay Versailles, qui a fait un grand saut puisqu'il est passé de Nanterre au champion de France en titre Lasvel et on l'espère peut-être un saut aussi en NBA en 2023 avec la draft. Regardez ces images, on le reconnaît facilement avec ses 2,19 m. Le longiligne ailier de 17 ans a joué 10 minutes dans ce match, remporté 94-81 face à Chalon-Reims. Il y a inscrit 3 points, un dunk, un lancer franc également pour Arthur Hinderknecht. On va voir le lancer Victor franc. Wembanyama. Arthur Hinderknecht. Victor Wembanyama, voilà, je me perds dans mes fiches. Voilà, c'est ça. On va le voir inscrire, le lancer franc, ça y est. On va le voir inscrire ce lancer franc, donc il venait juste d'inscrire 2 points juste avant, il a obtenu le lancer franc pour une faute, voilà, c'est inscrit et il est finalement assez simple de suivre cette année les performances de Victor Wembanyama. Oui, ça a été assez chanceux ce lancer franc puisque voilà, on peut le suivre assez facilement puisque depuis cette année il y a la LNB TV, c'est une plateforme en ligne gratuite qui est proposée par la Ligue nationale de basket qui permet de voir tous les matchs de cette Betclic Elite, c'est le nom qu'on donne au premier championnat, la première division de basket en France. Alors
gratuit. Vous allez me dire, c'est bien, peut-être. On peut voir tous les matchs. Mais il faut le dire que les moyens de production sont minimes. Des caméras tourelles automatiques qui donnent l'impression de regarder un vieux jeu vidéo, des joueurs qui sont parfois hors champ. Vous le voyez, là le ballon est caché par l'habillage, alors de notre chaîne, mais aussi par l'habillage du site de la LNB. Les joueurs sont hors champ. Bref, on aura peut-être de quoi satisfaire les fans puristes de basket qui seront contents de voir leur club à n'importe quelle journée, mais c'est difficile en revanche de fidéliser un public parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors pourquoi cette situation ? Le championnat de France a trouvé cette parade car aucun diffuseur n'a mis d'argent sur la table pour empocher les droits du basket français. Il est déjà loin le temps où 10 millions d'euros étaient mis sur la table pour une saison de basket. Côté Euroleague, c'est le même problème. Le championnat d'Europe, il n'y a pas de diffuseur aujourd'hui en France, avec pourtant des clubs comme l'Asvel et Monaco qui sont plutôt séduisants sur le papier. Il faut se connecter sur une plateforme cette fois-ci payante pour assister aux rencontres. Alors la situation du basket, rappelons-le, médaillé d'argent pour les hommes et de bronze au JO, n'est pas un cas isolé. Hormis le football, le rugby, les sports mécaniques, on peut y ajouter un peu de cyclisme, un peu de tennis également. Les autres sports ont énormément de difficultés à trouver une exposition en France et surtout à capitaliser leurs droits. Le trio basket, handball, volley, le fameux BHV, 5 médailles au JO, dont 3 en or, en est le parfait exemple. On en termine avec le basket, par exemple, un côté sélection. Hormis les Coupes d'Europe masculines, aucun diffuseur ne s'est positionné aujourd'hui pour les autres rencontres des Bleus, que ce soit pour les hommes et les femmes. Dans le BHV, c'est finalement le handball qui s'en sort le mieux, des sélections exposées. Heureusement, vous me direz, après 2 médailles d'or, les Coupes d'Europe aussi, des clubs sont diffusés. 2 médailles d'or au JO, bien sûr, pour le handball français, hommes et femmes. Les droits pour le championnat de France de handball s'élèvent à 4 millions d'euros par saison. La Liqui Moly Star League, c'est le championnat de D1 masculine qui est parmi les meilleurs d'Europe. On dit dans le milieu que c'est un peu la première ligue du handball. La première ligue, le championnat bien sûr d'Angleterre de football. Mais encore là, on peut trouver du négatif. Même si le handball est diffusé en France, il y a moins de matchs de championnat qui sont proposés par journée, seulement 3, un seul côté féminin. Le reste est à voir aussi sur une plateforme gratuite qui a été mise en place par la Ligue nationale de handball. Enfin, le volley, c'est le parent pauvre de ce BHV, malgré une médaille d'or magnifique obtenue au JO. Comme le basket, les matchs de championnat sont visibles gratuitement sur une plateforme LNV TV, Ligue nationale de volley télévision, sauf une affiche qui est payante par journée. Les playoffs seront également payants cette saison. Pire encore, pour voir les compétitions internationales, c'est impossible aujourd'hui. Elles n'ont pas trouvé preneur. Impossible donc de suivre la suite des aventures de la bande à Ngapet qui nous a émerveillés cet été. Bref, vous l'avez compris, c'est un peu le grand bazar, cette question des droits télé dans le monde du BHV, ce basket, handball, volley. Malgré des résultats exceptionnels, ces sports sont boudés par les grands diffuseurs. Je trouve ça regrettable. Le BHV a été mis sur un piédestal cet été. L'engouement était au rendez-vous pour ces disciplines qui ont permis en quelque sorte à l'équipe de France, à la sélection France au JO, de se sauver, parce que jusqu'à présent, jusqu'au moment de ces médailles en sport collectif, les JO étaient bien maigres, 33 médailles collectées au final par la délégation française. L'essai aurait pu être transformé, mais il n'en a pas été ainsi. Après des JO réussis, et j'ai bien peur que ces sports retombent dans l'oubli. Des médailles d'or qui nous ont permis de passer devant l'Italie, notamment au tableau des médailles à la fin. Bien sûr. Je tiens à le signaler, Grégory. Bien joué, Mickaël. Alors, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de ce coup de gueule de Grégory, Pierre Chevalier? Est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas tellement surpris, parce qu'on sait tous qu'un sport, pour perdurer, a besoin de médiatisation, a besoin de mise en avant. Mais j'ai deux arguments, qui ne sont pas forcément des arguments contre, mais c'est de dire que désormais, vu tous les sports qu'il y a pratiqués à plus ou moins haut niveau en France, il y a embouteillage en fait, en gros, sur toutes les chaînes de télé. On a la chance maintenant d'avoir des bouquets payants et des chaînes qui sont maintenant partout et qui peuvent proposer un petit peu d'exposition, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et je dirais juste pour tempérer que le succès post-JO, il est dans les salles. C'est-à-dire que je pense et j'espère, pour pas forcément connaître tous les chiffres des licenciés, mais que au moins en handball, ça reprend et ça continue. Volley, ça a toujours été un petit peu difficile, mais au moins qu'on ait eu un effet retard sur la prise de licence. Pour le basket, derrière la NBA, derrière les Américains, il n'y a pas grand-chose qui perdure. Donc en France depuis
depuis assez longtemps, peut-être avec l'épopée de Limoges et l'épopée de l'Asvel en son temps, mais c'est à peu près tout. Pour revenir à des sports que je connais un petit peu mieux, je dirais, maintenant on a une médiatisation du rugby avec des matchs en prime time. Il y a du spectacle, c'est ça aussi, c'est qu'il y a du spectacle régulièrement, même si à force de broadcaster toutes les semaines, il y a des affiches qui sont un petit peu moins alléchantes et on s'ennuie un petit peu plus. Mais en tout cas, donc oui, besoin de médiatisation, des licenciés qui viennent après, ça tarde peut-être à exploser, mais en tout cas, je pense pas qu'il retombe dans l'oubli pour autant. Alors, les 3 sports peut-être, si on prend tous les 3, il y en aura peut-être un qui va retomber dans l'oubli, mais en tout cas, on a tellement vibré, et c'est des sports qui sont finalement tellement dans le paysage français qu'on peut les soutenir déjà et espérer que les licenciés y soient. Est-ce que ça vous donne envie, vous, de regarder ces matchs sur Internet, par exemple? Oui, ça a toujours été. Basket français, un peu moins, et volley, oui. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs aussi, c'est que désormais, je pense que Jeannot a les mêmes types de propositions, même dans le sport amateur. Maintenant, on a des propositions d'applications vidéo qui permettent aux amateurs de prendre leur match et même de rediffuser les plus belles actions du match sur une page Facebook ou un compte Instagram et de pouvoir justement avoir une espèce de diffusion en live qui est aussi possible sur certaines applications. Et là, le problème, c'est sur le basket, on a quand même l'impression que c'est une diffusion un peu amateur, alors qu'on parle de joueurs je suis pas perdu, professionnels. Voilà. Oui, c'est comme si c'était en football, la Ligue 1, pour comparer, ou la Ligue des Champions. Mais n'hésitez pas à aller sur LNB TV. On a vraiment l'impression de regarder un vieux jeu vidéo. On s'est fait la réflexion tout à l'heure des années 2000. Les joueurs, la caméra n'arrive même pas à les suivre. Il y a une espèce d'effet de mouvement qui les suit. Un petit flou. C'est une seule caméra sur un trépied, quoi. Et regardez, là juste là, le ballon il est à droite, on le voit plus. Il y a carrément l'action même qui n'est même plus suivie par la rencontre. Alors sur cette, je reconnais que notre bandeau masque un petit peu le là, terrain. Regardez, là voilà, il n'y a pas de bandeau et l'action on ne la voit pas. Le ballon est tout en bas. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur la Betclic Elite, il y a des clubs qui ont investi dans des moyens de production quasiment professionnels où il y a des ralentis, il y a des plans larges, mais l'Asvel, qui est pourtant le champion en titre de cette, de France, et l'un des meilleurs clubs de France, présidé par Tony Parker, n'a pas fait ce choix et est resté sur ses tourelles automatiques. Jean, ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me choque, oui, ça me choque parce que ce sont des disciplines qui mériteraient d'être médiatisées. Maintenant, on aborde souvent sur ce plateau ce sujet-là, des sports médiatiques, médiatisés. Mis à part, quand on regarde bien, mis à part le football qui est hyper médiatisé. Oui. Le rugby également. Le rugby, de plus en plus, mais c'est pas encore non plus. Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Après, vous avez le cyclisme là qui, mis à part le Tour de France et peut-être le Paris-Roubaix, et après c'est terminé. Un petit peu, oui. Et malheureusement, c'est quoi? C'est les investisseurs qui choisissent les sports qui leur apporteront le plus, quoi, finalement. Donc malheureusement, ces disciplines-là, alors que sportivement, elles sont en haut de l'affiche, malheureusement, ne sont pas médiatisées à leur juste valeur sportive. Mais c'est plus du sport, là. C'est pas une question de sport. C'est ça le problème. Et on le sait, ce sera toujours comme ça. Malheureusement, ce sera toujours comme ça. Alors, mais moi, quand je vois les images... C'est regrettable pour les supporters. Non, mais bien sûr. Mais quand je vois les images, les images dont Grégory parlait, du basket, mais j'ai tendance à dire, c'est mieux que rien. Parce que ça permet quand même, mine de rien, de pouvoir suivre son équipe fétiche, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas génial, c'est pas une bonne qualité. Les joueurs, regardez là, au petit écran, on les distingue tout juste. On aurait dit petits pingouins. Moi, Benjamin le distingue parce que voilà, il met une tête à tout le monde, quoi, 2 têtes même. Oui, mais parce qu'on le sait. Mais sinon les autres, on les distingue pas bien. Mais quelque part, voilà, je le dis, mais c'est mieux que rien. Après, voilà, on passe de quand même 10 millions d'euros qui étaient mis par saison par le groupe Altis, qui diffusait les matchs sur RMC Sport, à rien aujourd'hui. Il n'y a pas
eu d'accord avec un diffuseur. On parlait peut-être de l'équipe qui diffusait l'année dernière les matchs. On parlait de Canal aussi. Mais c'est vrai qu'il y a Pierre disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur ça manque de place, il manque de créneaux. Et, mais non, mais moi je suis pas du tout d'accord. On va donner la parole à Yann Dujardin parce qu'on approche de la fin de cette émission. Je suis pas du tout d'accord quand on dit qu'il manque des créneaux. Mais bien sûr qu'il y en a des créneaux, sauf que le problème qu'il y a, c'est que la France le football prend trop de place. Voilà. Je suis désolé, l'équipe, vous l'avez dit, a diffusé du basket, a diffusé du hand. Aujourd'hui, ils ont la Ligue 2. Et ben la Ligue 2, mais on en a rien à foutre. Non, mais je suis désolé, il y a trop de foot, il y a trop de football. Donc montrez-nous autre chose. Voilà, montrez-nous du hand, montrez-nous du basket, montrez-nous du volley. Et là, oui, on va prendre plaisir. Je suis désolé, moi, quand l'équipe diffuse un match de volleyball, féminin ou masculin, je regarde. Parce que, oui, bien sûr, j'aime ce sport particulièrement et je le trouve hyper spectaculaire et très télévisuel. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Ils se spécialisent pas assez. L'équipe, quand ils mettent du biathlon, mais c'est génial. Et le biathlon, c'est pourtant pas un sport ça fait plus d'1 million de téléspectateurs. Et ça fait plus d'1 million de téléspectateurs. Je voulais juste dire, voilà, en plus, on parle des championnats, du manque de place de ces sports en championnat, et le problème se pose aussi pour les équipes de France, je le disais, puisque aujourd'hui, les équipes de France masculines, féminines, en dehors de la Coupe d'Europe, au basket, pas de diffuseur, et le volley, aujourd'hui, il n'y a aucun diffuseur pour diffuser la suite des aventures de volleyeurs. Là où, sur le volley, c'est vrai que quand on passe de l'intensité d'un match entre deux équipes nationales à des matchs de club, on voit un peu comme au rugby, on voit qu'il y a une baisse Mais au football, même en Ligue 1, je suis désolé, il y a des matchs où on se fait chier, quoi. Carton jaune, Yann Dujardin. Je suis désolé, Yann, c'est déjà la fin de cette émission. On pourra en parler pendant des heures. On pourra en parler pendant des heures. Il y a la place pour tout le monde. C'est du coup déjà la fin de cette émission. On va terminer par un grand merci à Romain Ruspini, le réalisateur qui est dans les loges, juste derrière. Enfin, en régie, pardon, dans les loges. En régie, je voulais dire. En régie, voilà. Un petit mot peut-être autour de cette table pour Romain Ruspini, Grégory. Un grand réalisateur. Voilà, il nous quitte après une dizaine d'années ici à TV78. J'ai connu lui, c'était lui qui était venu pour filmer mon premier reportage avec vous. Donc ouais, c'est vrai que ça va faire bizarre de plus le voir quand on arrivera sur le plateau. Bon, il sera jamais très loin. Jean, peut-être un petit mot. Est-ce qu'il a le choix dans la date de son départ? Il a eu le choix. Il a eu le choix, je crois. Mais je vous rassure, il n'est pas mort. Il est juste en régie. D'accord. Très bien. Merci Romain Ruspini. Alors on va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, on termine par une citation du pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. C'est un peu, le Romain Ruspini de la Formule 1. Ma devise est « Nous gagnons et nous perdons ensemble. Je pense que cela s'applique à la fois à mes fans, ma famille et mon équipe. » Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.